Bonjour tout le monde, ici Vanessa DL et bienvenue au podcast Mystique, le podcast dans lequel on tente de démystifier le mystique, d'explorer l'occulte et d'apprivoiser l'inconnu dans la spiritualité, et ce, sans tabou et sans censure. Cette semaine, je suis super excitée de la conversation que j'ai à vous présenter, que j'ai eue avec Lisbeth Nemandi, qui est une cousine française, donc une sorcière de l'autre côté de l'océan. Ça fait longtemps que je suis son travail sur les réseaux sociaux et j'adore son approche très pédagogique à la sorcellerie. Puis en fait, selon moi, Lisbeth, puis elle l'a mentionné une fois qu'on avait terminé l'entrevue, c'est un peu comme une Hermione, vraiment, là. Elle a le côté où est-ce que on dirait que c'est un puits de connaissances sans fin. Fait que je pense que ça va vraiment plaire à celles d'entre vous qui veulent mieux comprendre le vaste monde de la sorcellerie. On a une discussion sur les ancêtres, l'importance de travailler de manière très intègre avec les divinités. On parle de tellement de sujets, vous allez voir, vous allez capoter. J'ai déjà hâte que vous vous lanciez dans l'écoute de l'épisode. Mais d'abord, je veux vous présenter Lisbeth, qui est une exploratrice passionnée du monde de la sorcellerie depuis 2014. Elle navigue entre les livres et les rêves pour visiter des mondes où le chaos magic, le tarot, la pop culture, la Wicca et la créativité vivent en paix et où tout est possible. Auteure des agendas de pratique aux éditions Danaé, semeuse de pistes de travail magique sur Instagram et parfois créatrice de contenu sur YouTube, c'est avec une grande joie non dissimulée qu'elle partage autour du monde de la magie. Donc, sans plus tarder, allons-y pour l'entrevue avec Lisbeth Nemandi. Lisbeth, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui au podcast pour discuter de sorcellerie, toi qui es aussi une sorcière. Puis en fait, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, qui écoutent le podcast, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi. Donc, qui es-tu? Depuis quand tu es une sorcière? Comment est-ce que tu es tombée dans le chaudron magique, etc. Donc, parle-nous un petit peu de toi. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis très contente d'être de votre côté de l'océan, parce que moi, je suis française. Et du coup, j'aime bien appeler mes amis pratiquants de sorcellerie du Québec mes amis du bout du monde. Je vous appelle comme ça. C'est beau, j'aime ça. Et donc, moi, je m'appelle Lisbeth Nemandi. Je pratique la sorcellerie depuis 7 ans maintenant. J'ai commencé en secret, timidement, parce que je savais pas comment ça allait évoluer dans ma vie, tout ça. Et puis, un jour, je me suis décidée à créer un blog parce que j'avais envie justement de sortir de ma coquille, de sortir un petit peu de mon placard à balai et de me confronter un petit peu au monde. Et je sais pas ce qui s'est passé, je me suis pris justement peut-être les pieds dans les branches du balai, mais je me suis retrouvée à écrire des livres, je me suis retrouvée à faire une chaîne YouTube et je me suis retrouvée, enfin voilà, le truc complètement fou. Maintenant je fais des conférences en France sur le sujet, peut-être un jour chez vous. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire de la sorcellerie et puis, enfin entre autres, on y reviendra sans doute un petit peu après. Et puis je pratique surtout une magie qui est aujourd'hui, parce que bien évidemment on évolue dans le temps en magie. Je pratique beaucoup ce qu'on appelle la chaos magic, qui est une magie où l'expérience fait loi. En fait, on ne cherche pas forcément à recopier les dogmes des autres. Ça, c'est la première règle. Je fais aussi beaucoup de magie en fait en cuisine, du foyer, en fait, ce qu'on appelle de la basse magie, tout simplement de la magie proche des énergies de la terre. Et puis voilà, à peu près ce que je fais aujourd'hui. Super intéressant, mon Dieu, je vais avoir tellement de questions à te poser un peu plus tard sur ce que tu viens de dire, c'est fascinant. Puis ma pratique en fait aussi est basée sur la magie du chaos, c'est pas mal la tradition qui m'inspire le plus. C'est fantastique. Ouais, on dirait que ça l'ouvre tellement de portes, puis je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans les anciens épisodes sans nécessairement l'expliquer. Fait qu'un peu plus tard, j'ai hâte qu'on plonge ensemble dans ce vaste sujet-là. Avec grand plaisir. Mais je suis curieuse de savoir, à travers ton processus, à quel moment t'as réalisé ou t'as décidé, je sais pas lequel est plus approprié, que ça allait devenir ton dharma, ton métier, ta carrière d'être une sorcière?
Alors en fait, c'était pas trop prévu en fait de base. À la base, je suis web designer. Je fais du design d'ordinateur. J'ai fait un master en école d'art pour ça. Et pendant toutes mes années d'art, justement, j'ai fait que du digital. Je faisais que donc vraiment rien à voir du tout avec la sorcellerie. J'étais déjà dans cette idée de créativité, de création, mais pas du tout dans la sorcellerie. Il se trouve que j'avais la chance d'avoir un boulot en fait avant. Pendant 5 ans, j'ai bossé dans une entreprise américaine. Et j'avais des horaires libres, c'était entre guillemets. C'est-à-dire que si mon travail était fait et fait correctement, eh bien j'avais le choix d'organiser le temps différemment. Et ce qui fait que je me suis dit, tiens, j'ai envie de créer quelque chose. Et à l'époque, je cherchais un outil qui me permettrait d'être structuré. Si on pratique la magie du chaos, en général, on sait que la structure n'est pas le premier truc qui est notre qualité. Et du coup, j'ai cherché un petit peu, j'ai pas trouvé. Et je me suis dit, je vais créer un outil qui me permettra de m'organiser. Donc c'est comme ça qu'est né le premier en fait agenda de pratique. Il y a eu du chemin de fait. Et en fait, je suis un peu bavarde, vous allez sans doute vous en rendre compte au travers du podcast. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en discutant avec quelqu'un d'une maison d'édition, elle m'a dit, toi, ton projet, il nous intéresse, pourquoi tu le publierais pas chez nous? Alors qu'à la base, j'avais prévu de le faire un petit peu de mon côté toute seule. Et donc c'est comme ça qu'est né le premier agenda. Et aujourd'hui, là, je viens de terminer le 3e. Donc, peux-tu m'en parler c'est un peu comme ça plus de ton agenda? Je trouve ça super intéressant comme outil, en fait, pour développer sa pratique, parce que souvent, ce que j'entends le plus souvent, c'est justement le manque de guidance pour les gens qui veulent débuter une pratique de sorcellerie, mais ils savent pas trop comment s'y prendre. Puis je suis curieuse aussi de savoir si tu as du Gémeaux ou du Sagittaire dans ta carte du ciel. Pas du tout. Oh mon Dieu, ça me surprend tellement, là. Non. J'ai un tout petit peu de Gémeaux, mais dans la carte du ciel, au niveau du milieu professionnel. OK. Voilà. Bon. Dans la maison de tout ce qui est domaine professionnel. Donc, t'es pas très loin. OK. Mais j'ai la maison du domaine professionnel en Gémeaux. Ouais. Voilà. Mais sinon, j'ai beaucoup de feu. J'ai beaucoup de lion, du bélier. J'ai aussi un petit peu d'eau qui tente désespérément d'équilibrer le reste, mais j'ai beaucoup de feu dans mon thème astral. Donc oui, ton agenda, parle-nous de ça. J'ai vraiment hâte que tu m'en parles. Alors l'agenda, en fait, donc comme je disais, la première fois je l'ai créé parce que je cherchais un outil pour m'organiser. Et en fait, du coup, comme il a évolué comme projet et qu'il était plus que pour moi, j'ai décidé d'y intégrer aussi d'autres choses. C'est un outil qui est fait pour une année en cours. Donc là, par exemple, c'est celui que j'ai dans les mains que vous voyez pas, mais c'est celui de 2020. L'agenda, il est structuré donc en fonction des mois. Donc il y a chaque trimestre, il y a une première partie qui est considérée comme des bases un petit peu un condensé de ce qu'on pourrait avoir besoin en magie. C'est-à-dire, il y a les correspondances des éléments de base, il y a comment composer un hôtel, tracer un cercle, les noms des lunes. Chaque année, je fais une présentation aussi d'un mouvement en magie. Donc l'année dernière, c'était la Wicca éclectique. Cette année, c'était justement la Chaos Magic que je mettais à l'honneur. Et je propose chaque fois un petit rituel pour justement se lancer un petit peu comme un mode d'emploi de l'agenda. Après, tout au long de l'année, je vais proposer des axes d'études. Je vais proposer, par exemple, de découvrir la magie des dragons. Je vais proposer de travailler sur les chakras. J'essaye d'équilibrer des choses qui soient un peu plus profondes, un peu plus précises, des choses un peu plus grand public, pour que justement, il y ait cette espèce de dynamique qui soit enthousiasmante et pas terrifiante de la sorcellerie, parce que c'est un mot quand même qui fait peur sur pas mal de points. Donc j'essaye de trouver une approche qui soit suffisamment ludique, à base de réflexion, de pistes, d'astuces aussi, de rituels que je donne qui permettent de prendre confiance et de structurer un petit peu. Je propose de faire des tirages par mois, je propose tout un tas d'activités comme ça. Très cool. Puis tu as aussi un club de lecture que tu fais. Tout à fait, parce que je m'ennuie a priori, mais jamais. J'ai un club de lecture en ligne dans lequel on lit un chapitre par semaine. Donc je propose un podcast d'1h30 où on travaille justement sur ce qui a été dit dans le livre. En ce moment, on travaille sur Réveiller votre feu intérieur de Heather H. Amara, qui est un livre justement sur le fait de développer un petit peu cette passion en soi, se retrouver cette énergie créatrice. Donc c'est très intéressant. En général, dans le club, on balance avec un livre qui va être plutôt de magie, de paganisme. Donc la différence entre paganisme et magie, paganisme, on suit le rythme des saisons, on va épouser le mouvement du monde en fait. La sorcellerie, on va essayer de pousser le monde dans la direction qu'on a envie, du coup de modifier notre réalité en fonction de ce que l'on souhaite. Wow, j'adore cette définition-là. Puis tu as mentionné aussi tantôt la Wicca
as mentionné la magie du chaos. Là, tu viens de décrire la différence entre le paganisme et la sorcellerie. Puis, ce que les gens ne savent pas souvent, ben, tu l'as bien dit, la sorcellerie, c'est un mot qui rend les gens très réactifs souvent, juste de par les grands mythes qui ont été créés au courant des derniers millénaires. Puis, les gens ne savent pas qu'il y a plusieurs branches à la sorcellerie. Tu sais que c'est pas un courant, c'est un courant en fait qui est très vaste, dans lequel il y a plusieurs petites branches. Donc, comment est-ce que tu décrirais la Wicca? Comment est-ce que tu décrirais la magie du chaos? Alors la Wicca, c'est une seule branche, en fait. C'est ça aussi que de temps en temps, il y a des gens qui utilisent le terme Wicca parce que justement le mot sorcellerie leur fait peur. Du coup, ils veulent pas dire qu'ils pratiquent la sorcellerie, ils préfèrent dire qu'ils pratiquent la Wicca. Ce que je comprends tout à fait, parce que comme on l'a dit, le mot sorcellerie, il est chargé, il est connoté déjà, il a pas bonne réputation, c'est un vilain mot en fait dans la bouche de certains, et je le comprends parfaitement. J'ai même mis longtemps moi pour accepter de dire je me disais pratiquante de la sorcellerie, mais j'avais du mal à dire ouais, je suis une sorcière quoi. Et même encore ça me fait bizarre parce que c'est un peu compliqué. Pour la Wicca, en fait, la Wicca qu'on connaît aujourd'hui, c'est la plupart du temps un héritage de Gardner. Donc Gardner, c'est les années 60 en Angleterre. Il y a eu un moment où en fait la sorcellerie était interdite en Angleterre. On pouvait pas pratiquer, on pouvait être puni par la loi si on était pris à pratiquer la sorcellerie. Et dans les années 60, en fait, cette loi a été supprimée et il y a eu un boom de l'ésotérisme et de la sorcellerie comme pas possible. Et notamment, Gardner a ouvertement, du coup, parlé de la Wicca. C'est une religion, la Wicca. Elle a des règles, c'est un dogme comme le christianisme, comme toute autre religion. Et donc, il y a des règles, notamment le fait que si on veut faire de la Wicca traditionnelle, donc la Wicca gardnerienne, mais pas que, parce qu'on va le voir aussi, même dans la traditionnelle, il y a plusieurs branches, eh bien, il faut être initié par quelqu'un qui a été initié jusqu'à Gardner. Voilà, il faut pouvoir retracer cette généalogie-là. Et c'est une pratique qui se fait en groupe, en secret, dans des covens de maximum 13 personnes. Voilà ce que c'est aujourd'hui la Wicca traditionnelle. Comme je le disais, même dans la Wicca traditionnelle, c'est un peu le bazar, parce qu'on a Gardner qui était au-dessus. On a aussi, du coup, une branche qui a été la alexandrienne qui s'est créée, et moi, je fais partie, parce que je fais de la Wicca aussi traditionnelle en coven, je fais partie d'une branche qui s'appelle la New York Wicca Tradition, qui nous vient de votre côté de l'océan, d'ailleurs. Donc, c'est assez rigolo. Et donc, en fait, voilà, il y a différentes sensibilités, différentes pratiques qui sont faites en fonction de ces branches-là. Par exemple, alors autrefois, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui avec le secret comment s'est développée la Wicca gardnerienne, mais autrefois elle était plus proche du paganisme que de la sorcellerie. C'était une branche qui ne pratiquait pas la sorcellerie, mais qui honorait le rythme des saisons. On ne sait pas ce que c'est aujourd'hui, en tout cas pour moi, parce que je suis pas gardnerienne. Dans ma branche, on pratique la sorcellerie et le paganisme. On a aussi, comme tu le disais très bien, la Wicca éclectique, et c'est celle qui est la plus populaire aujourd'hui, puisque c'est une pratique que l'on peut faire tous, du coup, chacun pour soi, en solitaire. La Wicca éclectique, elle reprend certains principes qui ont fuité de la Wicca gardnerienne, et qui sont, du coup, un petit peu adaptés en fonction de chacun. Il faut le savoir d'ailleurs, la Wicca gardnerienne, si on appelle ça Wicca, c'est parce qu'autrefois, il y avait un mot qui s'appelait Wicca, avec 2 C, du coup, qui s'écrivait comme Wicca, et qui était une pratique du coup sorcière ancienne, mais j'ai pas plus d'informations que ça, donc je vais pas pouvoir développer plus, mais je parle déjà suffisamment comme ça. Non, pour vrai, je pourrais t'écouter parler éternellement, on dirait, c'est super intéressant ce que tu dis. On m'a dit qu'il fallait que je fasse des podcasts justement où je parle pendant des heures comme ça. Ah, tu serais capable, et non seulement tu serais capable, mais ce serait intéressant, je pense aussi que tu le fasses. Puis justement, la magie du chaos, comment est-ce que ça se différencie pour les gens qui connaissent pas ça du tout de la Wicca? Alors je vais reprendre mes notes parce que du coup j'avais fait ça bien dans l'agenda, donc je vais me permettre, vous allez sans doute m'entendre un petit peu avec les pages, chercher mes informations. Alors en fait la Wicca pas du tout la Wicca, la magie du chaos, c'est une sorte de sorcellerie qui est un petit peu différente. En fait, autrefois, la sorcellerie était assez cérémoniale. En fait, ce qu'on appelle la haute magie, c'est une magie qui est beaucoup plus travaillée. Ça demande un niveau d'érudition qui était assez complexe. C'est pour ça que certains disent qu'autrefois, on disait que c'était une magie pour les hommes, alors que c'est pas forcément le cas, mais c'est parce que malheureusement, il y a des époques où les hommes avaient plus accès à l'éducation que les femmes, et c'est pour ça que c'était les hommes qui la pratiquaient le plus souvent.
La magie cérémoniale, ça, il faut parler hébreu, il faut parler grec, il faut connaître les calculs de position des étoiles, etc. Enfin, c'est un bazar. C'est très très intéressant, mais c'est très lourd, c'est très conséquent, c'est très très pointilleux. Enfin voilà, c'est. Et en fait, en réponse à ça, il y a des gens qui se sont amusés à se dire, bah tu sais quoi, moi je balaye tous ces codes-là et je vais créer du coup la Chaos Magic en réponse à cette magie justement très structurée, très cérémoniale. Et donc, en fait, c'est surtout le travail de Peter G. Carroll, de Ray Sherwin et de Osman Spar, qui a été le premier qui a créé le concept de sigil que l'on connaît aujourd'hui et qui est très populaire. Donc, pour ceux qui connaissent pas les sigils, c'est le fait de faire un dessin assez rapide et assez flou, enfin sans vraiment trop de détails, qui a une intention magique et que l'on va charger, en fait. C'est quelque chose d'assez libre, en fait, qui se fait avec l'instinct. C'était aussi justement la création des sigils en réponse à la création de sceaux à l'ancienne qui se faisait justement à des heures précises, planétaires, calculées avec des encres chargées à telle heure, etc. Lui, il s'est dit, bah tu sais quoi, moi je prends un pinceau, je fais un symbole et je décide que ça, c'est mon symbole magique, plus besoin de faire des calculs de fou. Le premier principe de la Chaos Magic, c'est d'éviter les dogmatismes. Justement, personne n'a à vous imposer quoi que ce soit en Chaos Magic. Vous êtes votre propre maître, votre propre dieu et votre propre mentor. C'est ce qui rend la Chaos Magic incroyablement riche, incroyablement vaste et en même temps terrifiante puisque on ne sait pas par où commencer. Et d'ailleurs, le symbole de la Chaos Magic, c'est un point avec des flèches qui partent dans tous les sens et c'est pour ça, c'est parce que vous êtes à un point, vous êtes à un carrefour, mais c'est à vous de choisir la direction que vous prenez. Donc comme je le disais, le premier principe, c'est d'éviter les dogmatismes. C'est à vous de tracer votre chemin. La deuxième, c'est l'expérience comme maître. Quand vous avez une information qui vous est donnée, par exemple le point cardinal du nord va représenter la Terre, vous allez les mettre comme une hypothèse scientifique. Une hypothèse, vous allez la vérifier pour la valider ou l'invalider. C'est exactement le même principe en Chaos Magic. Vous ne prenez rien comme dogme, comme vérité immuable, c'est à vous de tester, voir si ça vous convient. J'adore. Le troisième principe, c'est de ne pas faire confiance à sa mémoire. Prenez en note. Comme vous êtes le seul à créer votre chemin, eh bien, il n'y aura personne pour vous rappeler ce que vous avez fait et que vous allez potentiellement oublier après. Le quatrième point, c'est de se libérer et de renaître un petit peu, de se déconditionner. Parce que même si on ne le souhaite pas, on a toute notre vie eu des informations qui ont été faites par la société, par la religion de nos parents, par tout un tas de choses, le mouvement politique, le milieu dans lequel on vit, enfin on n'y peut rien, c'est comme ça. On se fait conditionner et ça nous apporte aussi énormément de choses. La question c'est, est-ce qu'on se fait conditionner et on le voit pas, ou est-ce qu'on a conscience de ce qui, justement, a été conditionné en nous, et est-ce qu'on choisit de le garder ou pas? Ça, c'est l'un des points aussi qui est très important. On questionne tout à la manière d'un enfant. Pourquoi ça devrait être comme ça? Pourquoi je pourrais pas faire comme ça? Pareil, les réponses sont à trouver soi-même. La cinquième partie, c'est que la diversité nourrit la pratique. On ne se concentre pas sur un même domaine. On peut se nourrir aussi bien de l'art, de la musique, du jardinage, des planètes, de nos voisins, de, la course du soleil. De la pop culture, vous pouvez tout à fait intégrer Harry Potter ou Charmed ou quoi que ce soit à vos pratiques. Pareil, vous pouvez intégrer Dieu, le Dieu chrétien si ça vous plaît. Ça, c'est à chacun de voir, en fait, ce qu'il veut, du coup, intégrer dans sa pratique. J'ai déjà intégré Carrie de Sex and the City dans un de mes rituels pour te donner une idée comment ça peut être libre, là. Pour te dire, moi, une fois, je sais pas si tu vois Les Animaux Fantastiques, le film, oui. avec... Eh bien, il y a un petit animal qui s'appelle le nifleur, qui récupère tout ce qui brille tout le temps partout. J'avais fait un rituel pour l'argent avec un nifleur comme ça. C'est une super bonne idée. En me disant, je suis un panier percé, j'arrête pas de dépenser. J'ai une bibliothèque qui est affreusement grande. J'ai beaucoup de... Et du coup, je me suis dit, on va arrêter de justement éparpiller les sous partout. Et du coup, j'avais fait un rituel avec le nifleur en disant, tu gardes tes sous et t'arrêtes de dépenser. Donc voilà. On peut tout faire en Chaos Magic. Et le sixième principe, qui est le dernier, c'est l'état de conscience altéré. Alors ça, c'est un point qui est un peu ambigu et qui fait souvent peur dans la Chaos Magic, puisque le principe, c'est de se mettre dans un état second pour accéder à des connaissances ou des états de conscience modifiés. Quand vous entendez ça, en général, vous pensez à des substances ou à des procédés, on va dire, qui sont un peu compliqués. Effectivement, quand on entend conscience altérée, on peut penser notamment, par exemple, aux émotions fortes, à l'hyperventilation, à l'usage de drogue ou de douleur. Mais c'est pas du tout la majorité et on n'est pas obligé de passer par là. On peut tout à fait, par exemple, le faire par la méditation.
par le yoga, par aussi simplement être dans un bain longtemps, dans cette espèce d'apesanteur. En fait, la plupart du temps, quand on choisit des choses un petit peu douloureuses pour le corps, pour avoir ces états de conscience altérés, c'est parce qu'on cherche un moyen rapide de le faire. On va chercher une solution entre guillemets de facilité. Je dis bien entre guillemets parce que le corps met très longtemps à s'en remettre après. Enfin, en tout cas, moi, plus je vieillis et plus je me rends compte que j'ai plutôt intérêt de me diriger vers la méditation que par exemple, une fois, je m'étais entre guillemets amusée aussi. J'avais bu du café pendant une semaine et je refusais de dormir pour voir justement comment ma conscience allait se modifier. Ça a été j'ai mis 3 semaines à m'en remettre et je me suis dit plus jamais. Depuis, je médite un petit peu tous les jours, c'est beaucoup plus facile. Mais en gros, voilà, c'est tout ce qui est état de conscience altéré par la méditation, etc. Ça demande un travail un peu plus méticuleux, un peu plus sur la longueur et c'est pas souvent ce qu'on a envie de faire parce qu'on a envie d'être un peu plus rapide. Donc voilà ce que c'est la Chaos Magic, entre autres. Je trouve ça super intéressant, surtout, en fait, la question qui m'est venue en tête d'abord, c'est par rapport à Aleister Crowley, qui est comme une figure assez importante de la magie du chaos. Puis c'est un personnage, intéressant, mais aussi ignoble par moments. Donc, tout à fait. Donc, moi, les commentaires que j'ai reçus, en fait, c'est comment est-ce qu'on peut accepter une certaine branche de la magie tout en restant critique des figures qui sont un peu le porte-étendard de ça. En fait, Aleister Crowley était pas tant dans la Chaos Magic que ça. Il était beaucoup dans l'hermétisme et dans tout ce qui était Kabbale. Et donc Kabbale, c'est une forme de magie qui nous vient des Juifs, si je dis pas de bêtises, parce que là, pour le coup, ouais. Exactement. Et en fait, cette forme de magie, il faut le savoir aussi, elle avait un noyau et elle a migré, en fait. Et du coup, elle s'est nourrie aussi de tout ce qu'elle a traversé comme époque et comme pays. Et donc, on a différentes versions de la Kabbale. On a une espèce de patchwork multicolore. Aleister Crowley, il était quand même beaucoup dans la magie cérémoniale. Ouais. C'était aussi un personnage assez sexiste, mais ça fait partie d'une époque aussi. Par exemple, je parlais de Gardner tout à l'heure, faut le savoir, Gardner était homophobe et raciste et sexiste. Donc, on part aussi sur quelqu'un qui est pas forcément... Ouais. On n'a pas... Voilà, c'est comme ça. On n'a pas de personnage, on va dire, idéal dans aucune branche de la magie. Aleister Crowley, c'est pas quelqu'un, c'est marrant que j'associerais la Chaos Magic. Moi, je le voyais beaucoup comme ça, c'est drôle. Puis je vois le côté cérémonial aussi, hermétique, tout ça, du Golden Dawn, qui était on va appeler ça c'était son coven, mais je pense que c'était plus qu'un coven aussi, là. Mais c'est surtout par rapport à ses pratiques très éclectique avec la sexualité, la consommation de drogue, tout ça, c'est plus l'aspect de sa pratique que j'associais justement à... Oui, effectivement. On pourrait associer ça à la Chaos Magic. Après, comme on le disait, la Chaos Magic, c'est un domaine où on part d'un point et on va chacun dans des directions différentes. Il faut accepter que notre chemin soit différent du voisin. Et, alors, on l'espère en tout cas, que tout ce qu'il fera, lui, dans sa pratique, il le fera avec d'autres personnes qui sont consentantes pour le faire. Ouais. Moi, c'est la seule chose que j'espère, en tout cas du fond de mon cœur. On a chacun des valeurs morales qui varient. On parle souvent de magie blanche, de magie noire, mais c'est des choses qui sont en fait assez floues, puisque le bien et le mal varient d'une personne à l'autre. Et puis même, en tout cas personnellement, ma version du bien et du mal entre maintenant et il y a 10 ans n'est pas du tout la même. Donc qu'est-ce qui fait le bien et le mal ? Est-ce que c'est l'âge auquel je suis ? Est-ce que c'est parce que le pays aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure au niveau du conditionnement. Ce qui est bien dans mon pays ne l'est pas forcément dans celui du voisin. Donc j'ai du mal un petit peu avec la notion de bien et de mal. J'ai plutôt cette idée de consentement. Si les gens sont consentants dans ce qu'ils font, moi j'ai pas de souci. Ouais. C'est pareil pour le satanisme, par exemple. Le satanisme, on en parle beaucoup en disant oh là là, ils sont terribles. La plupart du temps, faut le savoir, c'est quand même des hippies pacifistes. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est juste pour embêter l'Église qu'ils s'appellent comme ça, mais techniquement, c'est pareil un petit peu que la Chaos Magic. Le principe du satanisme, c'est chacun est maître de ses actes et on doit les assumer parce qu'il n'y aura pas de jugement au-dessus, mais ton propre juge est quand même super important. C'est pas parce que tu crains quelque chose au-dessus de toi que tu fais le bien, c'est parce que toi, tu décides de faire le bien en tant que toi-même. Après, il se trouve que le satanisme a eu aussi des dérives, mais comme toute religion, en fait, exactement, si on regarde bien. Ouais. Je pense qu'il n'y a aucune branche qui est à l'abri de ça, là. C'est ça, que ce soit les religions les plus mondialement connues ou les plus petites,
Par exemple, au Tibet, les moines tibétains qui sont réputés pour être très pacifistes ont quand même lapidé des musulmans parce que c'était une minorité et que du coup, donc personne n'est parfait. Et c'est à chacun de vivre avec ce qu'il fait aussi et en ses choix de conscience. Il y a une autre question qui m'est venue en tête quand je t'écoutais, surtout en mettant en perspective ton explication de la Wicca et ton explication de la magie du chaos, qui peuvent sembler très paradoxales, les deux. Comment tu fais pour réconcilier le côté dogmatique de la Wicca et l'absence complète de dogme dans la magie du chaos? Ça a été très long. Donc, comme je disais, moi, ça fait 7 ans que je pratique. J'ai commencé par la magie du chaos parce que j'étais aussi très en colère contre le christianisme. Moi, j'ai fait toutes mes études en milieu, du coup, en privé. Donc, chez nous, en France, ça veut dire en établissement catholique. Enfin, ouais, catholique. Et j'ai pas trop... Enfin, les gens, encore, ça allait. J'étais dans des établissements où on nous obligeait pas trop, mais j'ai quand même pas apprécié ce que j'ai vu. Et je refusais, justement, qu'on me dise ce que je dois faire de ma foi. C'était ça. Moi, j'ai toujours dit, ce qui se passe entre Dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne, et moi, ça reste entre Dieu et moi. J'ai pas besoin de l'aval de quelqu'un qui me dit, effectivement, allez, vas-y, assis-toi là, voilà. Donc, c'était ça, le premier point. J'ai fait beaucoup de travail, justement, sur le christianisme. Aujourd'hui, juste sur le côté, à ma gauche, je dois avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 exemplaires de la Bible différents. Donc, on part quand même sur quelque chose qui a plutôt évolué. Wow. Je suis passée par plusieurs recherches. En fait, aujourd'hui, ce que j'avais envie, c'était de me trouver un groupe de pratiquants, mais c'était pas quelque chose que je voulais pousser à tout prix. Je voulais trouver un groupe de pratiquants qui me ressemble. Il se trouve que j'ai eu de la chance, c'est que, si on peut parler de chance ou de hasard, on sait jamais vraiment chez nous. J'ai rencontré au cours d'un stage, en fait, un monsieur qui est du coup le grand prêtre de mon coven, et j'ai rencontré la grande prêtresse du coven auquel j'appartiens. Et donc c'est comme ça, en fait, je me suis mise à discuter avec eux et j'ai senti qu'il y avait aussi bien tout ce que je cherchais humainement chez des gens. Alors ça veut pas dire qu'ils sont parfaits, puisque personne n'est parfait. Ça veut juste dire que humainement, je sentais déjà que ça pouvait coller. Et je voulais aussi que si j'avais une pratique de groupe, je puisse continuer à avoir une pratique personnelle qui soit complètement autre. Moi, c'était ça. C'est si jamais ce qui se passe au sein de mon coven empiète sur la vie que j'ai en individuel, ça va mal se passer. Voilà. J'ai besoin justement de cette liberté individuelle à côté pour pouvoir pratiquer dans mon coven. Dans mon coven, bon, déjà, il y a toute une préparation. On rentre pas dans un coven comme ça. On rentre dans un premier temps dans ce qu'on appelle la cour extérieure, pendant laquelle on va nous enseigner certaines choses qui vont permettre qu'on ait les mêmes bases à peu près que tout le monde dans le coven. Et ensuite, il y a un moment où on nous dit, tu veux continuer? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu te sens bien? Voilà. Et donc à ce moment-là, on choisit de continuer. Et après, on nous dit, voilà, si maintenant t'es prêt, on va passer à l'initiation. Donc ça, c'est des choses qui vont aussi faire en sorte que ça se passe bien. Puis il y a aussi un truc qu'il faut savoir, c'est que un coven, c'est pas c'est comme une famille. C'est-à-dire que on s'entend pas spécialement avec tout le monde. On choisit pas c'est pas un groupe de potes, c'est comme une famille. On choisit pas forcément sa famille. Donc j'ai pas encore rencontré tous les membres parce que je suis actuellement encore un bébé, donc je suis encore en cours extérieur, mais je suis en train de passer du coup parce que le coronavirus n'a pas aidé au niveau des initiations. Mais donc voilà, il se trouve que je vais rencontrer d'autres gens. Je sais que c'est possible que je m'entende pas avec tout le monde, mais c'est pas grave parce qu'en fait justement on vit pas ensemble 24 heures sur 24, que j'ai mon temps personnel, ma pratique personnelle, et donc moi ça me convient comme ça. Il y a aussi quelque chose, c'est que j'ai confiance dans mon grand prêtre et dans ma grande prêtresse. J'ai confiance dans leur jugement. Athénaëlle, elle est bien plus âgée que moi. Je sais pas quel âge elle a. Et du coup, elle a, je trouve, ce recul et cette maturité qui est très chouette. En plus, c'est quelqu'un qui est très bienveillant, très pédagogue. Andranos, c'est quelqu'un qui est, je trouve, très généreux, qui est très discipliné, très travailleur aussi. Donc, moi, j'avais besoin d'un coven où je puisse avoir confiance sans qu'on cherche à me brouiller la tête, et aussi où je puisse poser des questions. Parce que justement, mon héritage de la Chaos Magic, c'est que moi, les pourquoi, ils en bouffent énormément. Donc, il fallait qu'ils sachent aussi que moi, si je peux pas poser de pourquoi, si on me dit juste « chut, tais-toi, c'est comme ça », ça passe pas avec moi. Donc comme j'ai trouvé un groupe qui me convient, je peux me laisser aller dans de la pratique de groupe. Je trouve ça intéressant. Je pense que je dis le mot intéressant. À chaque fois que je fais une entrevue, le mot intéressant, c'est le mot que j'utilise le plus souvent. Il faut que je me reprenne. Mais
ça me fait penser en fait à Starhawk, qui est une autrice et une sorcière que j'aime vraiment beaucoup, puis je m'intéresse beaucoup à la tradition Reclaiming, qui est la sienne. Puis dans son livre, Réveil l'obscur, si enfin, je suis pas sûre c'est lequel de ses livres qui a dit ça, mais elle parle justement des coven, puis elle mentionne que le mantra un peu, c'est Perfect Love, Perfect Trust. Donc, c'est comme une famille, mais c'est une famille qui est vraiment basée sur comme la confiance est infinie, l'amour est toujours présent, puis on va faire de notre mieux pour que tout le monde reste sur un même pied d'égalité puis qu'on soit capable de tous communiquer ouvertement les uns les autres. Après, tu vois, c'est ce qu'on disait par exemple, le coven, du coup, en tout cas en Wicca traditionnel, on a le grand prêtre et la grande prêtresse, et ensuite on a parfois des deuxième degrés et on a des initiés en dessous, qui sont notamment moi plus tard. Il y a cette hiérarchie aussi parce que quand on est 13, il faut savoir prendre des décisions et il y a un moment, tout le monde pourra pas être d'accord, tout le monde pourra pas... et donc, c'est aussi ça, c'est que si t'as pas confiance dans les décisions de ceux qui sont tout au-dessus, ça ébranle un petit peu la pyramide qui permet que le coven fonctionne tout à fait. Pareil, dans les règles d'un coven, quand il y a quelque chose à dire, soit on va le dire directement à la personne, si on se sent pas de le dire directement à la personne, on passe par le grand prêtre et la grande prêtresse. Mais on évite de faire des cancanages qui, justement, désolidarisent ce groupe-là et qui pourraient, justement, mettre à mal cette cohésion, parce que s'il y a plus de confiance et de respect, un coven ne peut pas fonctionner. Donc c'est ça aussi qui est important. Puis encore là, c'est de choisir le type de coven qui te parle. Tu sais, dans la tradition de Starhawk, tout le monde est sur le même pied d'égalité, puis souvent ils vont changer la grande prêtresse de chaque rencontre de coven, de manière à ce que tout le monde ait son moment, puis tout le monde peut choisir les rituels, décider un peu comment ça se passe. C'est le fun de voir aussi qu'il y a plusieurs manières de faire ça. Tout à fait. Moi, en fait, le truc, c'est que... Pardon, excuse-moi. Coven de Wicca, c'est comme on n'a pas les mêmes informations au même niveau. Alors, ça veut pas dire qu'il y a de la rétention d'informations. C'est juste que c'est pour protéger les secrets de la tradition. On n'initie pas tout le monde à tout en même temps, en fait. C'est juste ça. Et puis, il y a cette idée en Wicca traditionnelle de mystère à vivre. En gros, il y a des étapes un petit peu qu'il faut que tu puisses prendre le temps de vivre. C'est souvent sous forme de cycle de vie, en gros, de la naissance jusqu'à la mort et la renaissance. Et donc, ces étapes-là, elles prennent du temps à vivre. Et donc, pour comprendre ce qui se passe après, ce qu'on va t'enseigner après, il faut que tu prennes le temps d'abord de vivre un cycle doucement. On ne met pas on dit ça chez nous en France, mais la charrue avant les bœufs, je sais pas si ça existe chez vous aussi. On le dit avec un accent plus québécois, là, la charrue avant les bœufs. Voilà, c'est ça. Mais du coup, la magie, c'est pas quelque chose qui se fait rapidement, ça prend du temps. Comme la nature, un petit peu. Les gens ont... en tout cas, t'as probablement la même observation que moi, mais étant quelqu'un qui enseigne ça aussi, je remarque qu'il y a tellement d'impatience de la part des gens qui plongent là-dedans, qui veulent juste tout savoir. Ils veulent avoir le chemin tracé d'avance, suivre le même chemin que toi. Puis cet aspect-là, comme on dirait que le côté gratification instantanée est tellement fort. Puis j'écoute ce que tu fais, je te suis sur Instagram, puis souvent, je me reconnais dans ce que tu dis, dans ta manière d'expliquer aux gens. Calmez-vous le pompon, tu sais, prenez votre temps dans chaque étape. Calmez-vous le pompon. Est-ce que vous dites ça, vous, ça, en France? Non? OK, bon, une nouvelle expression. C'est parfait. Exactement. Calmez-vous le pompon là-dessus, puis prenez votre temps. Il faut la vivre, c'est expérientiel. Bon, en tout cas, la magie que en fait, pratique, là. Je me rends compte que les principaux, entre guillemets, obstacles que les gens rencontrent aujourd'hui, c'est que à force de tout vouloir faire, ils ne font rien. Ça, c'est la première chose. Ils ont tellement envie de tout faire. Il y a un livre, moi, que j'ai autant apprécié que détesté, qui s'appelle « Choisir, c'est renoncer ». C'est de Elle, Luna. Et c'est un livre, en fait, où justement, elle m'a appris que, en fait, oui, pour faire des choses, on peut pas tout faire. Donc, par exemple, pour vivre de la sorcellerie, en tout cas, pour passer autant de temps à pratiquer et à transmettre, à enseigner la sorcellerie que je le fais, je peux pas avoir un autre boulot à côté. Ou alors, faut que je me dédouble, et j'ai pas encore trouvé la recette magique pour le faire. Il y a aussi, en fait, à force de se dire, je sais pas par quoi commencer, il faut que je commence par le bon truc, parce que si je commence pas par le bon truc, je vais rater toute mon ascension, toute ma vie derrière. En fait, on fait rien, tout simplement. Parce que le temps qu'on passe à se questionner, on le passe ni à apprendre, ni à pratiquer. Ça, c'est l'un des points les plus compliqués. Et puis, il y a aussi la notion de secret. En fait, moi, c'est ce que je disais, les premières années, je crois que c'est les 3-4 premières années de ma pratique, j'en ai parlé à personne. C'est-à-dire que même la personne avec qui j'étais en couple, ni mes collègues, ni mes amis, ni ma famille, personne ne savait rien. Parce que je me suis dit, si jamais c'est pas quelque chose qui reste dans ma vie, alors spoiler, c'est resté quand même pas mal dans ma vie,
si jamais ça reste pas dans ma vie, est-ce que ça vaut le coup déjà que je me prenne la tête avec ma famille? Alors moi j'ai une famille qui est athée comme pas possible, je suis le pissenlit entre deux pavés qui a poussé on ne sait pas comment au niveau de la spiritualité, mais il y a cette idée de vraiment, est-ce que ça vaut le coup que par exemple si j'ai des amis qui sont croyants chrétiens, est-ce que ça vaut le coup que je leur fasse peur en leur parlant de mes croyances, alors qu'ils sont pas prêts, qu'ils ont pas forcément même envie de le savoir parce que on parle pas de tous les mêmes sujets avec tout le monde. Enfin, moi, il y a des amis avec qui je vais parler de jeux vidéo, il y en a d'autres avec qui je vais parler de sorcellerie, d'autres avec qui je vais parler de musique. Voilà, faut accepter qu'on peut pas parler de tout avec tout le monde aussi, et que notamment la pratique, il y a ce culte du secret. Et il y a aussi un point très important dans le secret, c'est que quand on fait les choses en secret, on les fait pour soi, et on n'a plus peur du jugement des autres, et du coup, on se libère aussi, et on se permet beaucoup plus de choses. Et ça, c'est important aussi. C'est pour ça que quand je vois des débutants qui se mettent à parler sur les réseaux à fond et tout, qui sont très enthousiastes, qui ont envie de partager, en fait, ils font, entre guillemets, pas de partage, ils font des exposés sur des sujets de recherche. Et c'est très bien, tant mieux, parce que du coup, ils partagent, et il y a des gens qui enrichissent leurs réflexions. Mais si jamais quelqu'un les met en doute, en disant non, t'as tort, ils auront pas le bagage de pratique qui leur permettra de rester un petit peu ancrés dans leurs convictions. Et ça peut fragiliser aussi une pratique. Puis à ce point-ci, dans ta pratique, quelle place prend le secret pour quelqu'un qui enseigne ça, en parle sur ses réseaux sociaux? Est-ce que c'est encore présent? C'est très compliqué. Ouais. C'est très compliqué parce que là, moi, j'ai changé de fonctionnement justement sur mon compte Instagram parce que j'étais plus satisfaite. J'avais l'impression de me forcer à partager. Puis il y a un moment aussi où je crée quand même l'agenda de pratique, donc déjà je partage beaucoup sur une année, et il faut que entre chaque année j'ai le temps de nourrir pour trouver d'autres choses. Alors bon, j'ai des listes de partages qui peuvent être intéressants, mais si je pratique pas, si je fais que de la théorie que je transmets, j'ai plus le temps de me nourrir non plus en tant que pratiquant personnel. Donc ce que j'ai fait, c'est que mon compte Instagram, j'ai changé le fonctionnement, et ce que je propose, c'est des volets de 3 posts où on explore un sujet, où je donne des questionnements, des forums de tirage pour que les gens puissent non pas chercher mes réponses à moi, mais trouver leurs réponses à eux. J'adore ça. Parce que y a aussi un problème, c'est que si on ne garde pas le secret et qu'on expose tout, alors par exemple là, j'ai vu tout à l'heure, je suis très très nulle pour les chiffres, mais j'ai vu que j'étais à 9000 followers sur Instagram, donc j'étais très 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 touchée de voir que mon travail plaît à autant de personnes. Mais il y a aussi, si j'ai beaucoup de débutants et que je leur donne des réponses toutes faites qui sont celles que j'ai aujourd'hui, est-ce que je les empêche pas, moi, de vivre leurs propres expériences? Est-ce que je dénature pas, justement, leur propre quête? Et je sais que ça frustre des gens que, justement, je pose des questions plutôt que de donner des réponses, mais ça me semble important, en fait, aujourd'hui. Parce que si tout le monde donne ses réponses, on va tous donner les mêmes, parce que comme je disais, il y a aussi beaucoup de débutants qui font des exposés sur ce qu'ils trouvent à la droite et à gauche. Et donc, on va perdre justement la richesse de nos pratiques, qui sont justement cet éclectisme et le fait que chacun pratique différemment. J'adore ta réponse. Puis, il y a une chose que tu as dit un peu tantôt qui a beaucoup résonné pour moi par rapport à l'importance de, surtout quand tu enseignes ces sujets-là, de garder l'espace pour ta propre pratique et de dissocier les deux. Puis, je pense que dès que tu te mets, ou dans tes débuts, quand tu te mets à enseigner les arts mystiques, il y a tout le temps un moment où est-ce que tu te perds un petit peu là-dedans, où est-ce que l'enseignement et la pratique fusionnent, on dirait, puis il faut que tu les dissocies pour te réapproprier ta pratique. Mais ça peut être compliqué à un certain point aussi de faire la paix entre ça et le fait qu'il faut qu'on se fasse payer puis qu'on vive notre vie, parce que comme tu disais, en tout cas moi aussi je fais ça à temps plein maintenant, donc ça peut être difficile de faire vivre les deux en même temps. Puis tu vois, moi, j'ai pris la décision cet été, je prends aucun rendez-vous privé, je suis en semi-congé, en grosses guillemets, pour tout l'été, question de vraiment me réapproprier ma pratique, mais surtout m'assurer que le capitaliste enveloppe pas ma pratique, tu sais, que je sois capable de vivre pareil de ça. Puis ça m'amène en fait à te parler de Pay Ta Witch. Moi, c'est comme ça que je t'ai découvert avec le hashtag Pay Ta Witch qui m'a beaucoup parlé, bien évidemment. J'ai fait, il y a quelques semaines, une entrevue avec Shannon où est-ce qu'on parlait de, justement, l'idée de faire cohabiter l'argent et la spiritualité. Puis je trouvais ça super intéressant. Peux-tu nous parler de ce qui a motivé la création de ce hashtag-là? Puis juste, de nous donner ton grain de sel là-dessus. Avec plaisir. En fait, il y a dans nos métiers une diabolisation de l'argent. On va pas se mentir. Il y a beaucoup de gens qui estiment que
on ne devrait pas se faire payer pour du travail spirituel. Et ces gens-là n'ont pas forcément tort, c'est juste une façon de voir les choses. La seule chose que je vois aussi aujourd'hui, c'est que je vis dans un monde où mon loyer n'est pas payé en troc, c'est-à-dire que je peux pas cuisiner un plat à mon voisin et lui dire tiens j'ai payé mon loyer, salut. Et la deuxième chose, c'est que je passe énormément de temps à pratiquer, à lire. Enfin, là, j'ai 4 bibliothèques autour de moi qui sont remplies de livres aussi bien en français, en anglais. J'en ai en gaélique aussi, ça prend beaucoup plus de temps à lire. J'apprends des langues étrangères pour pouvoir aussi comprendre la sorcellerie qui se passe dans d'autres pays. Je suis en train d'apprendre l'islandais, j'ai appris le japonais, j'apprends le russe. Enfin, c'est des choses qui prennent énormément de temps que je pourrais pas forcément faire si j'avais un autre métier à côté, si j'avais 35 heures à faire ou 39 heures à côté. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que je suis humaine et que je suis arrivée à un point A et que je partirai à un point Z. Le temps qui se passe entre les deux, je ne pourrai jamais le récupérer. Donc le temps que je donne aux autres, pour moi, le temps, c'est la monnaie, ou en tout cas l'énergie la plus précieuse au monde, parce que c'est celle qu'on ne pourra jamais récupérer. Quand je fais une offrande à une divinité et que je lui offre du temps, je fais ce qu'on appelle un sacrifice. Je lui sacrifie quelque chose que je ne pourrai jamais récupérer. Et pour moi, c'est le plus grand sacrifice que je puisse faire. On n'est pas obligé de sacrifier des animaux. Enfin, la notion de sacrifice, par exemple, pour quelqu'un qui a du mal à manger en fin de mois, quelqu'un qui fait le sacrifice de quelque chose à manger à une divinité, c'est énorme en fait, ce sacrifice-là. L'argent est une énergie comme une autre. L'argent, c'est comme l'électricité, c'est quelque chose qui vient, qui fluctue. C'est des éléments qui vont nous permettre de faire du troc, en fait, tout simplement. Moi, ce que je troque aujourd'hui, quand je fais un accompagnement, parce que je fais des accompagnements privés, moi j'en fais plus actuellement parce que j'ai beaucoup de projets aussi à l'arrière, en plus de l'agenda, qui me permettent pas de tout faire. Quand je fais un accompagnement en privé, je troque toutes les années que j'ai passées à faire des questions et des crises existentielles, toutes les expériences qui ont aussi bien réussi que justement qui n'ont pas réussi. Quand je transmets ces choses-là, c'est aussi toutes mes recherches, toutes mes lectures. Enfin, je fais un troc. Je troque, voilà, littéralement. Il se trouve qu'en plus sur ce troc, moi j'ai des taxes. Ouais. Ce qui est, on sait aussi qu'il y a quelque chose qui est compliqué, c'est que dans nos métiers, tout le monde n'est pas forcément déclaré, que c'est un peu sauvage. Donc, c'est pour ça que j'avais lancé le Pay to Witch. Le Pay to Witch, c'était pour dénoncer le fait que on nous dise qu'on est trop cher, alors qu'on travaille déjà pour la plupart d'entre nous avec des horaires de ouf, enfin de fou, et qu'on a des taxes qui sont quand même parfois pénibles, que les gens sont pas toujours aussi très très agréables avec nous, et que du coup il y a un moment où on en a marre, on en a marre. Et du coup j'avais lancé le Pay to Witch en disant attends, tu veux quelque chose? Si t'as un toit au-dessus de ta tête, que t'as de quoi manger et que t'estimes que la spiritualité c'est quelque chose que t'as envie de développer, si t'as pas envie de le faire toi-même, parce que je le répète régulièrement, je ne suis indispensable à personne. Si quelqu'un ne veut pas faire d'accompagnement, il peut tout à fait s'en passer. Ouais. Donc si tu as envie d'un accompagnement, c'est pas moi qui te force, c'est toi qui viens chercher l'expérience que j'ai moi pour apprendre. Le Pay to Witch, il existe parce que justement il y avait ce besoin de reconnaissance on a faim aussi, on a besoin d'avoir un toit. Arrêtez parce qu'en plus vous êtes en train de faire mourir les gens qui sont passionnés par ces métiers-là. Il y a des gens qui sont très peu scrupuleux dans toutes les religions. On le voit, il y a des pasteurs qui se baladent en avion privé chez les chrétiens. On a tout un tas de dérives dans toutes les religions. C'est pas que chez nous. Bah oui. Le problème n'est pas dans nos milieux le fait qu'on se fasse payer. Le problème est la relation à l'argent qu'ont les gens. Mais c'est pas notre problème entre guillemets. Enfin moi j'estime que c'est pas mon problème si quelqu'un a du mal avec l'argent. Et ça aussi, c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre. C'est difficile de payer pour quelque chose où il n'y a pas de formation, parce qu'il n'y a pas de formation dans nos métiers. On n'est pas encadré, il n'y a pas de diplôme reconnu. Et du coup, ils se disent que nos métiers, ils sont super intéressants, mais en même temps qu'ils sont pas super sérieux. Donc, il y a cette idée qu'on ne devrait pas spécialement être payé, puisque pour les autres, c'est un loisir, et du coup, ça devrait être un loisir pour nous aussi. Les gens pensent que c'est un divertissement, tu sais. Mais si certains le prennent comme un divertissement, j'ai pas de souci pour ça. Par contre, moi aujourd'hui, c'est mon travail. Ouais. Et
Et c'est ce que je dis, moi quand je paye, parce que là j'ai des livres qui valent jusqu'à 400 € ici. Enfin, c'est des investissements, hein, clairement. Si je veux continuer à travailler, pratiquer autant que je le fais, justement pour transmettre quelque part, je suis obligée aussi d'acheter du matériel, d'acheter des livres, de me payer des formations, parce que c'est pareil, c'est pas parce que j'enseigne que ça veut dire que je suis au-dessus de tout le monde ou que j'ai plus rien à apprendre. Au contraire, j'apprends aussi bien de personnes qui sont du coup que je paye ou que de gens qui me payent. Parfois, il y a des choses où on me dit ah tiens j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses? Je me dis c'est trop cool. Et le Pay to Witch, s'il est si important, je trouve aujourd'hui, c'est parce que on a besoin de faire comprendre que être payé, c'est pas du bonus quoi chez nous. Donc voilà pourquoi il a été créé à la base. Surtout en ce moment, à l'instant où on se parle, on est dans la rétrograde de Vénus. Puis c'est tellement un bon moment pour avoir cette discussion-là, selon moi, parce que ça nous amène à réviser justement qu'est-ce qu'on valorise. Puis dépendamment de ce qu'on valorise, ben c'est ça qui va faire en sorte qu'on va dépenser notre argent à quelque part plutôt qu'à un autre. Fait que si les gens valorisent réellement leur apprentissage et leur évolution spirituelle, ils vont avoir beaucoup moins de difficultés à donner un certain montant pour un certain service magique ou spirituel, tu sais. Fait que c'est vraiment de... Tout à fait. Tu sais, si tu as cette résistance-là, ben, à payer pour ta witch, ben, pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu valorises? Est-ce que c'est un savoir qui te divertit puis te permet d'avoir l'air cool sur Instagram parce que ou tu as fait un rituel de pleine lune, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est ancré en toi solidement, tu sais? Non, mais tout à fait. Et puis, il y a aussi un point qui est important, c'est comme je le dis, la plupart des accompagnements que je fais, c'est soit sur un point très précis, ça va être le travail avec les divinités, ou justement travailler sur la gnose, donc le fait des états de conscience modifiés. Ça peut être aussi, par exemple, sur la pop culture, comment intégrer Harry Potter dans une pratique, ou sinon, la plupart du temps, ce que j'ai, c'est des gens qui sont débutants et qui cherchent juste à se rassurer sur par quoi commencer, en gros. Qui cherchent un premier point de départ, en fait. Ça veut pas dire que je leur donne par où aller, mais je leur donne au moins, on va dire, des choix un petit peu prononcés. Et c'est pareil, quand quelqu'un me dit par quel livre commencer, la plupart du temps, en fait, maintenant, je ne réponds plus à cette question, parce qu'elle me rend folle, parce que techniquement, tout livre peut être bon pour commencer. J'ai des amis qui ont commencé par la Bible sataniste, d'autres qui ont commencé par Papus, d'autres qui ont commencé par Harry Potter, et il n'y a aucun problème, en fait. Chaque personne, en fonction de qui elle est, aura un livre différent pour commencer. Certains, ça va être des livres sur les cristaux. D'autres, ça va être un livre en anglais. D'autres, un livre en français. Pour certains, ça va être un livre, par exemple, là, je suis en train de lire I Magic de Damien Echols actuellement, qui est quelqu'un que j'admire énormément. Aussi bien en tant qu'individu que en tant que pratiquant. C'est quelqu'un qui est très connu parce qu'il a été accusé, en fait, d'avoir tué des jeunes enfants, en fait, quand il avait 16 ans. Voilà. Et il a été dans le couloir de la mort pendant 18 ans. Et en fait, il a été innocenté. Parce qu'en fait, c'était pas lui. Le seul problème qui fait qu'il a été, entre guillemets, accusé, c'est que c'était quelqu'un qui écoutait du métal, pratiquait de la magie ouvertement, qui avait des cheveux longs noirs et qui vivait dans une bourgade très à l'ancienne, très conservatrice, et que lui, en tant qu'enfant déscolarisé, ça a été très compliqué. Oui. Okay. Et c'est quelqu'un qui est sorti donc du couloir de la mort au bout de 18 ans et qui est d'une bienveillance et en paix comme j'ai rarement vu de gens. Il est pas en colère en fait. Et il a jamais arrêté de pratiquer la magie. Et il a justement inscrit la magie quasiment partout sur son corps parce qu'il a dit en tant que prisonnier, on vous rase le crâne sans que vous ayez quoi que ce soit à dire, on vous déshumanise par vos vêtements. Et il s'est dit la seule chose qu'on peut pas m'enlever c'est ma peau. Et du coup il est recouvert de tatouages sur la magie et c'est quelqu'un qui est hyper bienveillant, il a créé une association pour justement vulgariser les savoirs en magie au travers de l'art, enfin c'est voilà. Donc, wow. Je vais faire de la recherche sur lui, j'avais jamais entendu parler de lui. Super. Il y a des reportages qui ont été faits sur lui, il a eu beaucoup de soutien au fur et à mesure des années, notamment par des célébrités, c'est ce qui a fait aussi que ça a pas été étouffé sous le tapis cette affaire-là, parce que Johnny Depp s'en est mêlé, le groupe Metallica, enfin Peter Jackson et compagnie ont tapé pas mal du poing aussi en disant et en fait c'est un test ADN qui l'a innocenté. Wow. On s'est rendu compte qu'en fait c'était pas son ADN et que donc voilà. Il a fait un livre d'ailleurs sur sa vie, mais il fait aussi des livres sur la magie. Donc voilà, il y a des deux sujets aussi bien sur sa vie que sur la magie si ça intéresse. Mais voilà, moi par exemple c'est un bouquin par lequel j'aurais pu totalement commencer.
Il se trouve que moi, j'ai commencé par des magazines qui s'appelaient Witch Mag quand j'étais petite, à 9 ans, et qui parlaient des correspondances des couleurs, de comment appeler les fées, de la chiromancie, donc le fait de lire les lignes de la main. Enfin voilà, on commence tous différemment. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais chacun a une réponse différente. Donc c'est pour ça que je réponds plus, gratuitement en tout cas, aux questions de par quel livre commencer, parce que je peux pas savoir qui vous êtes en fait. Je veux plus répondre gratuitement aux questions parce que ça ne me permet pas de prendre le temps de connaître les gens. Et donc du coup, je suis obligée de leur donner des réponses bateau en fait, et ça me plaît pas. Parce qu'on perd justement, on appauvrit nos pratiques. Et donc je préfère ne pas répondre plutôt que de répondre à un truc copier-coller. J'adore. D'où le pay ta witch. Ouais, j'adore ça. Mon Dieu que ça vibre avec moi. J'adore ça. On va sauter un peu du coq à l'âne parce qu'il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi. Dis-moi. Que j'aime beaucoup de ta pratique, en fait, que ça m'a beaucoup inspirée. Puis c'est un sujet que je trouve qui est super important en ce moment. Sur ta page Instagram, tu parles de l'importance qu'a eu la connexion avec tes ancêtres dans ta pratique. Tout à fait. Puis personnellement, je trouve que c'est un sujet ou un exercice à faire qui est essentiel en sorcellerie aujourd'hui pour s'assurer de ne pas tomber dans le piège de l'appropriation culturelle. Puis, je me demandais, en fait, comment est-ce qu'on peut faire pour connecter avec nos ancêtres? Je vais commencer par cette première question-là, parce que sinon, je vais te shooter 4 questions en même temps. Puis, se connecter aux ancêtres, c'est tout simplement poser des questions parfois. Alors, si on a la possibilité, parce que bien évidemment, on n'a pas tous, malheureusement, cette possibilité-là. Moi, j'ai commencé par poser des questions à ma maman. Ouais. En me disant tiens, ou même à mon père, enfin c'est pareil, j'ai commencé à écrire sur les personnes que je connaissais dans ma famille. J'ai écrit sur mes grands-parents, ce que je me souviens d'eux, ce qu'ils aimaient. Moi j'ai perdu mes 2 grands-pères et du coup j'ai des souvenirs d'eux. Je sais que j'ai un grand-père par exemple qui adore ce qu'on appelle chez nous le gâteau nantais, donc c'est un gâteau où il y a autant de sucre que de rhum, donc c'est quelque chose de très difficile à digérer. Mais voilà, je sais que mon grand-père adorait ça. Je sais qu'il adorait justement le vin. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'il y a un petit endroit dans ma pièce où j'ai les photos de mes ancêtres. Et de temps en temps, devant, j'ai une petite coupelle où je leur donne quelque chose en disant tiens, voilà, ça c'est pour toi. Ce que je fais aussi, c'est que je prie tous les matins. Tous les matins, je fais une prière qui, alors grosso modo, parce qu'elle se modifie un petit peu. En général, je dis merci hier d'avoir existé. Je te dépose aux pieds de mes ancêtres. Puisse-t-il m'aider à chercher les enseignements d'hier et me transmettre à travers justement tout ça, la sagesse que eux, ils ont eue dans leur vie précédente et qui font que je suis là aujourd'hui. Et je dis aussi merci aux dieux de m'enseigner aujourd'hui la sagesse pour préparer la venue de demain, en fait. Donc voilà ce que je dis tous les matins. Ça me prend 5 minutes, hein, c'est pas très long. Et ça me permet de me connecter aussi un petit peu à eux. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant quand on travaille avec les ancêtres. Alors, ancêtre ne veut pas forcément dire de sang. Par exemple, l'un de mes ancêtres qui est le plus présent, c'est mon parrain, en fait, qui est le meilleur ami de ma maman qui est décédé. Et c'est mon parrain, du coup, chrétien. Et c'est quelqu'un qui est très, très présent avec moi aujourd'hui. C'est un ancêtre aussi pour moi, parce que c'est quelqu'un qui a été présent au début de ma vie. Voilà. Et c'est pareil, c'est pas parce qu'on a été adopté ou qu'on connaît pas nos ancêtres qu'on peut pas dialoguer avec eux. Il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est que quand on commence à travailler sur les ancêtres, on a toujours des ancêtres vers qui on est attiré. Par exemple, inconsciemment, je suis plus attirée à travailler avec les hommes de côté de mon papa dans la famille, alors que ceux qui veulent discuter avec moi, c'est les femmes du côté de ma maman. Et du coup, je me suis rendu compte que je m'étais un petit peu coupée justement de cette partie-là de mon arbre généalogique. Alors j'ai commencé à travailler avec ma maman. On a fait des recherches ensemble sur la généalogie. Je me suis rendu compte que j'ai une partie de ma famille qui est chez vous, au Canada. Et du coup, du côté de mes grandes tantes, on a une partie de la famille qui est au Canada. Et donc, elle m'a expliqué pourquoi ils avaient déménagé, comment ça se passait. Et donc, j'ai quand même une vision un peu plus globale de ma famille. Et ça me permet, en fait, en connaissant un petit peu plus ma famille, de me concentrer sur ce que j'ai envie de garder et d'entretenir. Au départ, quand j'ai travaillé avec mes ancêtres, j'étais terrifiée à l'idée de reproduire les erreurs qui ont été commises par mes ancêtres. Parce qu'il y a des choses, comme dans toutes les familles, on a tous nos points un petit peu plus sombres. Et en fait, je me focalisais là-dessus. Je me disais, oh là là, je veux pas être comme ça, je veux pas faire ci, je veux pas faire ça. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, plutôt que de te concentrer sur ce que tu veux pas te concentrer sur ce que tu as envie de cultiver. Ouais. Et du coup, je me suis rappelé que dans mes ancêtres, les femmes de ma famille, elles ont toujours fait en sorte que leurs petits, ils aient à manger.
qui faisaient toujours quelque chose sur le dos. Ça a toujours été des travailleuses. Elles ont toujours été aussi assez créatives, mine de rien, débrouillardes, astucieuses. Et c'est ça que je cultive aujourd'hui. Aussi bien d'un côté que de l'autre de la famille. On a des femmes qui sont très fortes. On a des hommes aussi qui ont toujours été, je trouve, assez honnêtes en fait avec leur épouse, qui ont aussi bien dans leur bonde que dans leur mauvais côté. Et donc cette honnêteté est quelque chose que je veux cultiver aussi. C'est ça aussi, je trouve, travailler avec ses ancêtres. C'est d'où est-ce que je viens, quel est mon héritage et qu'est-ce que je veux transmettre moi plus tard. C'est intéressant parce que ça peut aussi amener beaucoup de guérison, voire même de pardon par rapport à notre karma familial un peu qui parfois peut être difficile à accepter, là. Il y a un rituel qui est très intéressant à faire pour ça, c'est en fait travailler avec des branches en bois qui ont de l'écorce autour. Et en fait, on enlève l'écorce au fur et à mesure sur le bois. Et en fait, on se libère du poids des ancêtres, en fait. Et on garde le cœur, en général, d'un arbre est plus doux et plus lumineux, plus clair. Et donc, l'idée, ça peut être de se faire un bâton de marche, par exemple, comme ça. Et qu'on le décore, une fois qu'on a enlevé toute l'écorce, de le décorer avec des choses qui nous font penser à nos ancêtres. Faire une marche avec nos ancêtres, juste en prenant le bâton avec soi, c'est quelque chose qui est très fort, en fait. Il n'y a pas forcément besoin de faire des choses incroyables. Est-ce que dans tes recherches, est-ce que c'est à travers la recherche que tu as faite sur tes ancêtres que tu as réussi à créer un lien avec un peu ou une certaine tradition celtique? Parce que je vois que ça prend... Ou c'est-tu le fait que tu habites en Bretagne en ce moment? Le fait que c'est proche de toi? Moi, j'ai un papa qui vient de Bretagne, de base. Donc, j'ai du sang de Bretagne, même si je suis née à Paris. Donc, on n'est pas sur du sang très celte. Faut le savoir, en fait, les Celtes viennent de partout. On a des Celtes en Australie, on en a en France, on en a aux États-Unis, on en a en Acadie, Asturie. Les Celtes sont habitués pour être connus pour avoir la bougeotte, justement. Donc Celte, ça veut dire un peu « je viens du monde entier ». Et il se trouve que, pour ma part, je suis plus attirée par l'Irlande. Je suis allée en Irlande, je me suis rendue sur les traces de Brigid, qui est la divinité avec laquelle je travaille le plus. Ouais. C'est des choses qui sont... je sais pas comment expliquer. J'ai toujours senti l'Irlande comme une terre où je me sens chez moi, en fait, tout simplement. Par contre, j'y ai jamais vraiment vécu. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est peut-être d'aller y vivre 1 an ou 2 ou 3 pour me rendre compte vraiment de ce que ça d'y vivre. Ça, c'est aussi quelque chose. C'est pas parce qu'on va en voyage quelque part qu'on peut dire qu'on connaît la culture d'un endroit. Ou parce que moi j'ai fait un test ADN aussi pour voir justement mes origines un peu par curiosité comment c'était. Moi je trouve que je suis à 50% irlandaise, ce qui est quand même très surprenant, mais donc comme quoi... mais c'est pareil, c'est pas parce qu'un test ADN dit que je suis à 50% irlandaise que je suis légitime à pratiquer ce qui vient d'Irlande. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des cours en fait de tradition irlandaise avec une femme qui habite en Irlande. C'est pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça coûte des sous. Et en plus l'accent irlandais... Ouais, c'est quelque chose. Voilà. Donc il a fallu parce que c'est des cours qui sont aussi bien en gaélique qu'en anglais, donc il faut pouvoir suivre. C'est quand même assez intense, mais c'est des choses qui me semblent importantes en fait de faire. La tradition celte, elle c'est d'abord parce que aussi par rapport à mes origines que ça m'a intéressée en me disant tiens, mais en fait j'ai 35% aussi de tout ce qui est hispanique du côté de ma maman. Donc je pourrais très bien me dire tiens en fait non, c'est du côté hispanique que je vais chercher. C'est plus une affinité aussi qui fait que c'est l'Irlande qui est là plus qu'autre chose. J'ai pas de... En fait, je me suis fait initier par des gens qui sont eux-mêmes initiés, qui habitent sur le pays, ça me semble important. Et pareil, j'ai prévu de retourner à Kildare, du coup, qui est la ville de Brigid, où tous les lampadaires sont en forme de flammes. Enfin, c'est impressionnant. Enfin, toute la ville. Puis ce que j'ai trouvé beau dans cette ville aussi, c'est que même dans les églises, il y a la croix païenne de Brigid qui est gravée dans le marbre. Enfin, c'est magnifique. Ah, ouais. Dans tous les vitraux, on retrouve des symboles païens à foison. Enfin, moi, j'ai adoré. Justement, cette fusion des religions, parce que religion, ça vient de relier à la base. Le but, c'est de nous rassembler, pas de nous taper dessus. Et c'est ce que j'essaye de faire, en tout cas, un maximum dans mes partages, c'est de rassembler les gens parce que c'est ce qui me plaît. Et Brigid, elle a cette force-là. Elle est à la fois déesse, elle est à la fois nonne, elle est à la fois patronne, elle est à la fois forgeron, médecin, artiste. C'est justement ce brassage un petit peu, je pense, qui fait... En fait, c'est pas que j'ai choisi l'Irlande, c'est j'ai choisi Brigid et Brigid m'a amenée en Irlande.
Parce que Brigitte, elle est aussi dans le houdou, par exemple, de Louisiane, où Mama Brigitte, c'est une femme à la peau très blanche, aux cheveux roux, habillée en robe verte, qui jure comme un charretier, danse collet serré, se nourrit de piment et de rhum. Brigitte s'est exportée partout dans le monde, et c'est ça que je trouve magnifique dans Brigitte. C'est drôle, je voulais justement te poser plus de questions sur elle. Est-ce que tu considères que c'est ta déesse patronne? Alors c'est ma déesse matrone du coup, parce que patronne oui, c'est pour... t'as bien raison. Mais c'est effectivement ma déesse matrone. J'ai un hôtel pour Brigitte, qui est pas le cas pour... parce que je travaille surtout... En fait, il y a plusieurs choses. Honorer une divinité, c'est pas pareil que travailler avec une divinité ou faire de la prêtrise pour une divinité. Ça, on est quand même sur des niveaux complètement différents. Pour le moment, j'honore et je travaille un petit peu avec. Je slalome entre les deux parce que j'ai pas fait de dédication à Brigitte. Je lui ai pas dit, bah voilà, aujourd'hui je me lie à toi officiellement ou quoi que ce soit. C'est pas quelque chose à faire à la légère. Non, c'est ça, c'est pas la légère. Parce que ça reste un contrat, hein, quelque part. Oui. Hein. Ça reste un contrat, donc c'est pas à prendre à la légère. Et puis, Brigitte, c'est une divinité un petit peu particulière pour ça. Comme je le disais, elle a plusieurs visages. Elle est à la fois forgeronne, elle est à la fois celle qui prend soin des artistes, et elle est aussi celle qui soigne. Enfin, celle qui est des artistes, on l'appelle souvent la poète. La forgeronne, la poète, et du coup, la dernière, c'est la guérisseuse. La plupart du temps, moi, c'est la forgeronne qui vient. La forgeronne, il y a très peu de texte dessus, donc déjà, c'est un petit peu plus compliqué de travailler avec elle. Mais c'est celle qui vient, donc je subis un petit peu de temps en temps en fonction, parce que elle est pas forcément facile. C'est pour ça que ça me fait toujours rire à Imbolc quand je vois Brigitte avec ses longs cheveux, toute douce, avec un agneau dans les bras, et que moi j'ai une image de Brigitte transpirant au fond d'une forge, en train de taper au marteau, avec les flammes qui se reflètent dans les yeux. Enfin, wow. Elle est recouverte de suie. C'est pas exactement la vision que j'avais, et ça a été un peu perturbant au départ. Je me suis dit, mais moi, c'est pas du tout celle que je vois. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me trompe aussi, quelque part? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher sur un site qui s'appelle Pathéos, que j'aime énormément. Parce que c'est un site qui regroupe tout un tas de religions différentes. Ça s'écrit Pathéos. Il y a beaucoup de gens qui font des blogs d'excellents contenus sur ce site-là. Et j'ai tapé Brigitte, en fait, tout simplement. Et en fait, j'ai cherché dans les articles. Et puis, au bout d'une vision de Brigitte qui ressemblait à celle que j'avais, quoi. À cette espèce de puissance de feu qui bat, enfin, qui sent la suie, la sueur. Et je suis tombée sur un article qui s'appelait Brigitte a foutu le feu à ma vie et c'était tant mieux. Et je me suis dit, ah, ça c'est la Brigitte que je connais. Exactement. Et en fait, c'est ça, c'est quand on travaille avec une divinité, il faut pas se fier forcément à ce qu'on entend parce que, pareil, Brigitte, comme je disais, elle a un panel de facettes qui sont très très différentes et très variées. C'est à soi aussi de savoir un petit peu laquelle. Par exemple, moi, la poète, je la vois jamais. Je la vois jamais. Moi, c'est la forgeronne qui est quasiment tout le temps là. Et la guérisseuse, un tout petit peu, qui commence à pointer son nez. Mais et c'est ça, c'est si je fais une dédication à Brigitte, est-ce que je le fais qu'à la forgeronne? Est-ce que je le fais aux trois? Est-ce que c'est manquer de respect si je le fais qu'à une? Est-ce que elles sont seulement trois parce que des fois elles sont une? Voilà, c'est un bazar. Voilà. Donc c'est pour ça que ça fait 7 ans que j'y suis. C'est vraiment cool comme information. Tu m'as appris beaucoup de choses, en fait, puis je veux te remercier vraiment pour ta générosité. Je t'en prie. Pour toute l'information que tu nous as offerte. C'est super précieux, puis je le prends pas du tout à la légère, puis je suis certaine que les personnes qui écoutent le podcast vont se régaler de cet épisode-là. J'espère. Beaucoup d'informations très pertinentes. Je te trouve très pertinente en général. J'encourage tout le monde à te suivre sur Instagram. C'est lisbeth.nemandi et je vais le mettre dans les informations du podcast. Même chose pour le lien pour se procurer ton agenda ainsi que ton club de lecture. Et je vais aussi mettre le lien de Pathéos que tu parlais, que je trouve qui est une ressource super intéressante. Donc, Pathéos, si vous lisez l'anglais, c'est une super source. Génial, je vais l'ajouter comme ça. Écoute, on aurait pu continuer à parler pendant je sais pas combien de temps. J'avais tellement de questions pour toi. Je pense que c'est un super beau timing pour nous de clore ce cercle-là qu'on a créé ensemble. Merci encore pour avoir pris le temps de discuter avec moi à l'autre bout de l'océan. Puis on reste en contact via les médias sociaux. C'est super apprécié. Beaucoup. Merci. Avec grand plaisir. À bientôt.
Je vous rappelle que la meilleure manière de supporter le podcast, c'est de le partager sur les réseaux sociaux ou encore de l'envoyer personnellement aux gens que vous savez que ça pourrait intéresser. Il y a aussi l'option de noter ou de commenter le podcast sur Apple Podcast. Malheureusement, sur les autres applications d'écoute, ça ne se fait pas, mais vous pouvez toujours aller sur Apple Podcast si vous avez un iPhone. Comme je l'ai mentionné dans mon entrevue avec Lisbeth, je vais prendre l'été pour ralentir un peu, puis je ne prendrai pas de rendez-vous privés. Je vais faire beaucoup moins d'ateliers aussi, en fait, parce que je vais me concentrer sur des projets de longue haleine. Et pour cette raison-là, vous avez 2 opportunités de travailler avec moi d'ici la fin de l'été. Et la première opportunité, c'est le 4 juin. Donc, cette semaine, j'offre un rituel collectif pour célébrer la pleine lune sous le signe du Sagittaire. Et le 5 juillet prochain, j'offre un atelier d'astrologie qui s'appelle Self-Care et Astrologie lunaire que je considère être la suite de mon premier atelier qui était l'introduction à l'astrologie. Et parlant d'astrologie, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de questions-réponses dans lequel je vais vous parler de long et en large de la saison des éclipses parce qu'on est les 2 pieds dedans en ce moment, puis vous me posez beaucoup de questions sur ce sujet-là et c'est aussi un sujet en astrologie qui me passionne particulièrement, donc j'ai déjà hâte de l'enregistrer. D'ici là, je vous conseille de prendre soin de vous, stay safe, puis un petit conseil avant l'épisode de la semaine prochaine sur les éclipses que je pourrais vous donner, ça serait de ne pas hésiter à vraiment vous laisser porter par le courant. Donc, prenez soin de vous, essayez d'être un petit peu plus, j'ai envie de dire passif qu'à l'habitude, puis soyez dans l'observation des signes que la vie vous envoie. Je vais vous en dire plus la semaine prochaine. Ici Vanessa DL et je vous dis ainsi soit-il. Une production Roméo.